Bonjour à tous. Donc, je suis Philippine, investisseur dans l'équipe Fonds de Fonds. Et donc, nous venons de l'entendre, les exigences des LP sont de plus en plus fortes au sujet du climat et les sociétés de gestion prennent des engagements forts à ce sujet et engagent des moyens importants. Donc, les deux séquences qui vont suivre donnent la parole à un GP, à une société de son portefeuille. Et donc, pour ce premier témoignage, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Fine. Donc, Antoine, Bonjour. bonjour. Tu es le président fondateur d'Utopia, donc une jeune société de gestion positionnée sur le VC Early Stage, d'une dizaine de personnes. Tu gères à peu près 180 millions aujourd'hui. Tout à fait. Merci. Et donc, à ses côtés, Julien Sylvain, toi, tu es le CEO fondateur de Teddy Bear, donc une société qui vend des matelas en ligne. Et donc, Teddy Bear, qui est une société qui est accompagnée par Utopia depuis 2018. Et surtout, Teddy Bear, qui est une très belle success story, puisque tu as réalisé un tour d'amorçage en 2016. Et aujourd'hui, tu réalises plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et tu es rentable. Donc, peut-être pour commencer par toi, Julien. Au début, tu avais un vrai enjeu au lancement de Teddy Bear de te différencier de la concurrence. Il y avait d'autres sociétés qui proposaient le même type de produit et tu voulais le faire par l'angle environnemental, mais tu n'avais pas encore réalisé d'action concrète. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton cheminement et nous illustrer ça avec les actions concrètes que tu as mises en place depuis ? Oui, donc on a créé Teddy Bear en 2015 et c'est vrai qu'en 2015 on était parmi les premiers en France à se lancer sur le secteur du bed in box, donc le matelas sur internet, avec du coup ce qu'on appelle un océan bleu. On était vraiment les seuls à opérer et rapidement en 2017-2018 et puis c'était encore plus fort en 2019, on a eu une vague de nouveaux entrants, des acteurs anglo-saxons, allemands, français également, avec tout le monde avait une offre qui était à peu près similaire ou qui ressemblait du moins pour le consommateur. Et un des partis pris qu'on a eu, c'est de se concentrer sur plusieurs aspects, notamment du produit. Déjà la production locale, la production qualitative aussi, être le mieux disant en termes de qualité de produit, mais d'un point de vue confort, mais aussi d'un point de vue ESG. Donc on a vraiment mis des efforts dans le sourcing de nos matériaux, dans la production locale, une partie de la production en France, une autre partie en Belgique. On a mis des efforts aussi dans toute la chaîne de valeur de notre produit, donc essayer de livrer par exemple un maximum de nos matelas à vélo. Donc on livre nos matelas à vélo à Paris. On donne aussi nos matelas à Emmaüs, les matelas retour que les clients décident de ne pas garder. Mais on avait à la fin quand on a consolidé notre position en France, notamment grâce à ces éléments-là, on a eu quand même un sentiment avec mes associés un peu de fatalisme en se disant en réalité on fait mieux que d'autres, mais potentiellement c'est pas suffisant pour avoir un vrai impact et pour améliorer notre industrie. Donc on s'est posé la question un peu plus en profondeur et notamment avec l'aide d'Utopia qui nous poussait un peu dans nos retranchements là-dessus en nous disant que c'était le bon moment, maintenant qu'on était rentable et qu'on avait une posture sur le marché, une position sur le marché assez importante, que c'était potentiellement le bon moment pour aller un peu plus loin sur le sujet de la RSE. Et donc on s'est rapproché d'une société de conseil qui s'appelle 2122, qui nous a expliqué le concept de la redirection écologique, qui est un concept assez extrême dans toutes les mécaniques de la transition écologique, qui consiste à dire qu'en réalité, si on fait juste mieux, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs notamment du rapport du GIEC pour limiter l'évolution de la température à plus 1,5 degré. Donc l'idée, c'est pas juste de faire mieux, mais c'est de faire radicalement différemment, d'arriver potentiellement à faire des renoncements dans son activité pour vraiment diviser par 6. C'est l'objectif d'une transition radicale écologique, c'est diviser par 6 les émissions carbone d'une industrie. Et en fait, ce concept de redirection écologique, une fois qu'on l'a compris, et surtout qu'on a compris comment il pouvait être mis en place dans des industries diverses et variées, il y a des gens qui sont en train de le faire actuellement, on s'est rendu compte que c'était la seule voie qui nous intéressait potentiellement pour l'avenir de Teddy Bear. Et donc on a travaillé d'abord avec les associés, ensuite avec toute l'équipe de Teddy Bear, pendant maintenant un peu plus d'1 an et demi, sur ce que pouvait être une redirection écologique de Teddy Bear. Donc la manière avec laquelle on a pris le sujet, c'est d'abord s'éduquer sur le sujet. Donc on a investi en temps et en formation pour l'équipe. On a fait notamment des fresques du climat pour vraiment arriver à construire une culture homogène chez tous les salariés de Teddy Bear. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé de décortiquer vraiment notre chaîne de valeur, l'industrie dans laquelle on évolue, pour savoir à quel endroit spécifiquement on pouvait avoir un impact très fort. Et on a décidé de se concentrer sur la partie matériaux de la production des matelas, qui est la partie du coup à plus fort enjeu.
Et à partir de ce foyer d'amélioration potentielle, on a travaillé avec notamment un axe fort d'innovation produit. Notre volonté première, c'était de sortir un nouveau produit avec des matériaux qui ont beaucoup moins d'impact que ceux qu'on utilise. Et donc ça, c'est la première chose. Donc on lance demain, en l'occurrence, un nouveau produit qui est 6 fois plus performant écologiquement qu'un matelas normal. Et la deuxième dimension, ça va être du coup de travailler sur d'autres innovations, potentiellement améliorer considérablement notre offre existante et aussi, et c'est là où on pense avoir le plus gros foyer d'impact aujourd'hui, c'est travailler pour faire évoluer notre industrie tout entière. Donc travailler soit en open source, soit uniquement par l'exemplarité, pour expliquer que, par exemple, faire des matelas de 25 cm d'épaisseur, c'est intéressant d'un point de vue marketing, mais ça l'est pas du tout d'un point de vue climat. Pareil, coller les matériaux, ça rend très très compliqué le démantelage des matelas, et donc on a le démantèlement des matelas. Donc on a sans doute beaucoup d'améliorations faciles à faire avec quelques petits réglages à faire dans notre industrie. Donc on travaille sur vraiment ces deux aspects, l'innovation produit d'un côté, et deuxièmement l'éducation de notre industrie. Merci beaucoup, Julien. C'est inspirant et c'est assez impressionnant toutes les actions que tu as mis en place en si peu de temps. Toi, de ton côté, Antoine, donc, comme je l'évoquais, Utopia investit en 2018. Donc, initialement, Julien, toi, tu n'avais pas mis autant d'actions concrètes en place à cette époque-là. Et pourtant, et donc de ton côté, Antoine, ça faisait pas partie de ta thèse d'investissement forcément. Comment est-ce que tu les as poussés dans cette voie-là et comment tu les as soutenus? Alors effectivement, c'était le fruit d'une collaboration. Utopia, on y reviendra peut-être tout à l'heure. L'idée initiale, c'est d'investir et de soutenir les marques émergentes engagées. Et au départ, c'est un spectre assez large. On a notre triptyque bon pour soi, bon pour la planète, bon pour la société. Donc la planète est un des éléments. Et donc dans le cas d'espèce de Teddy Bear, quand on a investi, donc, il y avait déjà un palier de franchi, comme disait Julien tout à l'heure. Et au moment où on a investi, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui aurait investi, parce qu'il y avait effectivement une concurrence féroce. Et on s'est dit avec l'équipe aux manettes qu'il y avait probablement de belles choses à faire sur cette base, en travaillant sur deux dimensions. Donc effectivement, qui dit concurrence dit nécessité de se différencier et d'innover. Et de renforcer la marque. Et il y a une convergence dans les itérations avec l'équipe sur le fait qu'il fallait être assez rupturiste dans l'offre, en lien avec la mission de l'entreprise. Une des choses qu'on rappelait, on a commencé à investir dans cette catégorie en 2015 et on demandait toujours à nos entrepreneurs de réfléchir à leur raison d'être, à ce à quoi ils servaient. Et donc il y avait une réflexion de qui vous êtes, ce que vous voulez faire, et du coup mettez-le en action. Et donc avec l'équipe de Teddy Bear, on a pas mal itéré autour de la question. Et donc Julien l'a très bien expliqué, il y a eu une convergence sur la marque et son engagement notamment environnemental, qui était l'axe retenu par l'équipe, et la capacité à innover. Et ce qui nous rend vraiment... alors ça nous a fait faire des choix assez douloureux. Moi j'ai été passionné sur un projet de lit pliant bébé auquel on a dû renoncer parce qu'il n'était pas assez écologiquement viable, en tout cas pas dans les critères qu'on s'était fixés. Et ce qui est vraiment génial avec cette innovation, c'est que pour nous, on se donne une très bonne visibilité sur la capacité de la société à performer dans les années à venir, parce que à la fois c'est une contrainte, donc de toute façon il faut y passer, et en plus en étant un peu pionnier, on va se démarquer, on va avoir une offre qui est en rupture sur toute la chaîne, les matériaux, la filière de production, même le mode de commercialisation avec une logique de consigne, et voilà, les éléments de circularité qui sont incontournables si on veut atteindre les objectifs qu'on se donne collectivement. Et donc c'est vrai que c'est un bon cas d'école, de cheminement aussi, on y reviendra peut-être, mais en tout cas nous en tant qu'investisseurs, aux côtés d'une entreprise qui a du répondant et qui a une capacité de se mettre en action, on a aussi appris à leur côté sur tout ce qu'on pouvait faire à partir d'une intentionnalité, comme on dit dans le jargon. C'est vrai qu'il faut que la volonté soit là depuis le départ, mais c'est vrai que ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est le rôle du fonds partenaire de jouer un peu ce rôle de sparring partner et de pousser l'entrepreneur aussi à vraiment réaliser ses actions et à les décomplexer sur le sujet. Ça m'intéresse d'avoir ton regard d'entrepreneur justement, Julien, là-dessus. Quand tu as discuté en 2018 avec Utopia, ils t'ont pas mal challengé sur le sujet environnemental. Comment est-ce que tu l'as vécu et est-ce que ça a été décisif dans ton choix de fonds partenaire? Alors, à ce moment-là, c'est vrai que nous, du coup, comme on l'a expliqué, on l'avait en tête, on a l'impression de faire bien, mais on ne voulait pas que ce soit une contrainte dans le développement de Teddy Bear. On avait notamment un objectif fort sur la différenciation et le deuxième sur la rentabilité. Donc on le vivait un peu comme une pression supplémentaire, mais ce qu'on comprenait bien, et c'était la force d'Utopia, c'est qu'ils comprenaient parfaitement ce qu'on était en train d'exécuter, et notamment la création d'une marque forte. Et ça, c'est l'objectif commun qui nous réunissait. Et c'est vrai que Utopia, du coup, a été à l'initiative d'une marque plus forte, mais
orienté RSE. Et donc on a fait cette évolution ensemble. Et je pense que nous, du coup, si on n'avait pas eu cette chambre d'écho et ce challenge permanent, on n'aurait pas levé les points aussitôt ni aussi loin, enfin de manière aussi profonde que ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci Julien. Et toi, de ton côté, Antoine, donc ce que je comprends, c'est que bon, initialement, tu avais effectivement ce leitmotiv de bon pour moi, bon pour la société, bon pour la planète, mais ce n'était pas formalisé plus que ça au sein de ta société de gestion. Depuis, donc, vous avez cheminé sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous illustrer comment est-ce que tu as intégré notamment le facteur climatique dans ton process d'investissement, dans tes due deals, etc. Effectivement, je suis un représentant de plusieurs catégories des fonds, parce que j'avais commencé ma carrière en 2003 dans les fonds LBO. Donc moi, j'ai fait un cheminement personnel et qui s'est converti en cheminement professionnel. Donc effectivement, en tout cas, je peux témoigner du fait que on peut évoluer, cheminer, on n'est pas obligé d'être parfait le premier jour. D'ailleurs, l'utopie, c'est le pendant réel de l'utopie, donc c'est accepte les limites du réel, c'est pas le monde parfait inaccessible. Donc moi, j'ai pris une première claque, comme beaucoup d'entre nous, dans le métier en 2009, au moment de la faillite de Lehman. Enfin, le côté la finance déconnectée du monde réel et un peu la frénésie consumériste. Enfin, j'ai eu vraiment du mal et j'ai pris une année sabbatique d'ailleurs pour m'en remettre. Et après, j'ai rencontré notamment des gens qui m'ont ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait faire la finance différemment et qu'on n'était pas forcément obligé de cloisonner l'économie, on va dire, vertueuse, sociale et solidaire et puis l'économie qui fait du TRI. Donc j'avais rencontré les fondateurs par exemple de Citizen Capital ou d'Alter Equity. Donc bon, j'ai cheminé progressivement jusqu'à lancer effectivement Utopia. Il y a eu donc l'arrivée de mon premier associé Antoine Régis qui a pas mal marqué aussi la démarche parce que lui nous a pas mal challengé sur la pondération notamment du climat sur nos 3 pieds, bon pour moi, bon pour la planète, bon pour la société. Il nous a fait découvrir aussi l'accréditation B Corp. On est B Corp depuis décembre et c'est notamment à son initiative. On est société à mission, on a essayé de faire étape par étape et ensuite on essaie de se professionnaliser. Donc on n'en est peut-être pas encore au niveau des FEL, quoique. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, donc nous on est spécialistes entre guillemets des secteurs à grande conso. Donc la première chose, c'est de se poser les bonnes questions sur où sont les enjeux et c'est pas forcément le doigt mouillé qui répond à la question. Donc on fait appel à des cabinets qui nous disent typiquement dans l'électroménager, est-ce que c'est mieux de financer une nouvelle machine qui est très efficace en énergie ou de réparer la vieille Michelin des années 80? Et donc c'est pas forcément, la réponse n'est pas évidente. Donc on essaie d'être accompagné par des cabinets qui nous disent où sont les enjeux par secteur. Ensuite, quand on instruit une société, on fait un audit ESG pour voir où elle en est. Elle est en général pas parfaite, donc on a quelques sociétés, on va dire tête de gondole, Murphy ou nous Anti-Gaspi, personne ne va nous dire vous n'êtes pas en ligne avec votre thèse. Et puis il y a des sociétés qui partent d'un peu plus loin, mais comme on le rappelait tout à l'heure, l'important c'est le chemin, puisque finalement on prend l'économie comme elle est aujourd'hui, il faut l'amener vers les enjeux collectifs, et ça doit concerner tout le monde en fait. Et donc après c'est la roadmap qui compte. Donc la roadmap, c'est définir les objectifs mesurables qu'on va essayer de suivre. Donc nous il y a des choses qui reviennent régulièrement comme la seconde main ou la revente. Donc être sûr qu'il y a une durée de vie longue au produit, soit parce qu'on analyse ce qu'on va faire du produit à la fin, soit parce qu'on fait en sorte que le produit soit réutilisé durablement. Il y a évidemment le kilométrage parcouru par les matières ou les produits, donc la question du lieu de la production. Il y a aussi tous les autres engagements, parce que voilà, le climat étant indispensable comme enjeu, il y a aussi les enjeux sociétaux. La crise des gilets jaunes nous rappelle quand même qu'il faut aussi intégrer d'autres réalités. Donc on travaille aussi sur les logiques d'insertion. Voilà, on essaie de garder notre triptyque. Et donc là-dessus, on a toujours des cabinets qui nous aident à identifier les bons relais, les bons leviers pour ne pas passer à côté de ce qui fait vraiment la différence. Et puis après, il faut choisir les bons fondateurs qui ont de l'écho. Donc c'est-à-dire que dans notre processus d'investissement, on passe du temps à en parler avec les fondateurs, et si on sent du répondant en avance, si on sent que c'est vraiment pour nous faire plaisir ou qu'il ne se passe pas grand-chose, voilà, le triptyque de l'impact, c'est intentionnalité, additionnalité, mesure. Voilà, les 3 sont indispensables et ça doit faire partie de ce qu'on doit mesurer, assesser entre guillemets dans la période de due deal par les fonds. Et cette démarche, elle a vachement de vertus. Donc je pense que pour Teddybear, l'avenir sera bleu, comme tu disais, avec tous tes efforts. Et de notre côté, et je pense que c'est vrai pour toutes les sociétés de gestion, si on est pionnier dans la démarche, c'est évident que dans les années à venir, la levée de fonds sera plus facile si on a des choses à raconter sur la question. Nos actifs seront mieux valorisés parce que tous les fonds qui se lèvent en ce moment sont des fonds dits à impact. Et
Et donc ceux qui auront des actifs dans 5 ans qui seront vertueux, il y aura forcément un rapport offre-demande qui sera en faveur des détenteurs de ce genre d'actifs. Donc d'un point de vue même pragmatique, c'est notre métier. Il faut savoir mettre nos ressources dans les sociétés qui sont potentiellement les plus vertueuses. Donc c'est plutôt voilà, c'est win-win comme on dit. Merci à tous les deux pour ce témoignage. Moi, je retiens quelques éléments. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de challenger les entrepreneurs sur ce sujet dès le début. Quand on est dans un contexte hyper compétitif, ça, en tout cas pour Tedibert et j'ai l'impression pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ça joue plutôt en la faveur du fond de manière très positive, puisque ça a orienté ton choix. La seconde chose, c'est qu'il faut s'y prendre vraiment dès le début, parce que ça prend beaucoup de temps de mettre en place ces actions. Et pour montrer une vraie trajectoire pendant la durée de détention, il faut être vraiment prise d'initiative et le faire depuis le début. Et le troisième élément, tu le disais Antoine, c'est que le fait de pouvoir montrer vraiment une valeur ajoutée, de jouer ce rôle de sparring partner, ça a beaucoup de valeur et beaucoup plus d'ailleurs que d'autres labels ou le côté marketing ou reporting. Et ça résonne aussi sur le marché, mais spécifiquement chez les LP qui aujourd'hui savent de plus en plus faire la différence devant une offre où tout le monde devient fonds impact ou intègre en tout cas ces sujets climatiques dans leur process d'investissement. Voilà, merci à tous.